Coucou mon chat. Coucou mon chat. Coucou. Fais un sourire à maman. Ouais. Fais un beau sourire à maman. Ouais. Le papa de Timothée, c'était un collègue. Et puis, petit à petit, l'amitié s'est muée en une relation amoureuse. Et très très vite, on a eu un désir d'enfant, sachant qu'on avait tous les deux des enfants d'une première union. Quand je suis tombée enceinte, Louise allait sur ses 4 ans. On a su rapidement que c'était un petit garçon. Et j'étais hyper heureuse en fait. Le 27 décembre 2018, du coup, comme un cadeau de Noël, Timothée est né. Et ça a été une naissance incroyable, qui s'est faite tout en douceur. En 10 minutes, il était là. C'était très beau. C'était magique en fait. C'est les plus beaux mois de ma vie en fait. Moi j'étais une maman comblée. Timothée c'est un bébé très doux. Et ouais, j'ai ce souvenir de sa douceur, de la douceur de sa peau, de la douceur de ses petits cheveux. Il faisait des sourires. Et j'avais l'impression qu'il avait toute la sagesse du monde dans ses yeux. Le 28 février 2019, je vais à un rendez-vous chez ma kiné en fait. Et je laisse Timothée à la maison avec son papa. Je fais un dernier bisou à Timothée. Il était dans son lit, il était réveillé. Il m'a fait un sourire. Et puis je pars à mon rendez-vous. En sortant du rendez-vous, j'envoie un texto pour savoir si tout se passe bien, si Timothée s'est rendormi, s'il n'y a pas de soucis. Et c'est là que le papa me dit qu'il est à l'hôpital. Et donc là, panique. Je panique. Et donc, je cours à l'hôpital. Je retrouve le papa de Timothée qui est devant une porte et donc il m'explique que Timothée est à l'intérieur avec des médecins qui s'occupent de lui. Et assez rapidement, une personne sort de cette pièce et nous invite à rentrer. Et là, il y a Timothée allongé
sur une table. Et ce qui m'inquiète énormément, c'est que j'essaye tout de suite d'établir un contact visuel avec lui. Et en fait, c'est impossible. Il a les yeux ouverts, mais il accroche pas le regard, il a les yeux qui partent dans tous les sens. Enfin, j'ai plus cette connexion avec mon bébé. Et je vois qu'il souffre, en fait, et je peux rien faire. Bon, oui, on va enlever ce qui va se... Voilà. C'était une situation de gravité, effectivement, qui était en train de se présenter voilà, avec des paramètres cliniques, un scope qui nous présentait beaucoup de paramètres voilà, qui tous cumulés, alors qui séparément pouvaient être expliqués par de la fièvre ou autre. Mais là, on avait vraiment le tableau complet de l'extrême gravité. Ils lui font passer le scanner. On remonte. Et là, cette même médecin à qui j'avais posé la question de la survie de Timothée nous convoque dans un petit bureau. Donc, Timothée est remis dans la pièce où je l'avais trouvé. Et là, elle nous dit que le scanner a montré qu'il y avait des hématomes sous-duraux et que c'est le syndrome du bébé secoué. Donc le diagnostic, il est posé tout de suite. Les secouements, c'est un geste d'une extrême violence. Ça entraîne chez l'enfant un mouvement de la tête très brutal, en hyperflexion, en hyperextension. Et d'ailleurs, on devrait parler de syndrome de la tête secouée, puisqu'en fait, ce qui compte, c'est les mouvements de la tête par rapport au corps de l'enfant. Donc, il y a des mouvements qui s'opposent. Et donc, il y a à ce moment-là une rupture de veine pont. Alors les veines ponts, ce sont des veines qui drainent tout le sang veineux du cerveau. Donc comme lésion, il y a rupture de veine pont, il y a hématome suddural multifocal. Il peut y avoir aussi, de la même manière que le cerveau est secoué, l'œil est secoué. Donc on peut avoir des hémorragies rétiniennes au fond de l'œil. Timothée a été hospitalisé pendant 5 jours à l'hôpital Necker. Et c'était 5 jours d'enfer en fait. Sauf que il y a eu 2 petites filles qui étaient là. Il y avait l'infirmière de jour, Swazik, et l'infirmière de nuit, Claire. Et ça a été un petit baume un petit peu de lumière dans toute cette noirceur en fait. On sait déjà quelle va être la suite. On sait déjà on est déjà quasi certain qu'il ne va pas s'en sortir au vu de la gravité de la situation, au vu de ce qu'on voit, aussi bien des paramètres que de sa clinique. Donc on sait déjà ce qu'on va devoir annoncer à ses parents. Donc on commence déjà nous intérieurement à se préparer à tout ça. Moi je m'accroche à cet espoir que Timothée va vivre et que les médecins vont le sauver. Et un des médecins me dit, mais madame, quand bien même on arriverait à le sauver, le cerveau de Timothée est tellement
endommagé qu'il pourrait avoir de relations sociales avec personne. Et je lui dis mais moi je m'en fous tant qu'il en a avec moi. Et là il me regarde et il me dit mais il en aura même pas avec vous. Un traumatisme crânien est particulièrement grave si l'enfant est tout petit, parce que les neurones, enfin on a un stock de neurones à la naissance, mais on n'en a plus d'autres. C'est-à-dire que chaque fois que des neurones sont détruits, ben finalement, après il faut faire avec ce qui reste. Donc l'enfant, si des neurones sont détruits par les secouements, et bien plus tard, il devra se développer avec les neurones qui lui restent, et c'est ce qui explique la fréquence des séquelles et leur gravité et le fait qu'elles durent toute la vie. Les médecins me disent que la pression crânienne est beaucoup trop importante, que l'opération n'a pas réussi à la faire baisser à un niveau acceptable, et que le cerveau de mon bébé en fait est complètement détruit. Et que malgré tout ce qu'ils mettent en place, il va mourir. On retourne en chambre. Je me retrouve seule avec Aude, qui au départ est silencieuse, mutique, le regard dans le vide. Et puis qu'au bout d'un moment, j'étais en train de prendre soin de Timothée. Je me souviens très bien, j'étais en train de lui faire un massage. Et au bout d'un moment, Aude me dit: et sois-y que je comprends ce qui s'est passé. Je comprends ce que vous m'avez dit. Je comprends que ça puisse pas être autre chose. Je sais ce que j'ai pas fait. Donc par élimination, ça, je sais voilà, je sais ce qui a dû être. Je devine ce qui a dû se passer, mais c'est pas possible. Il a pas pu faire ça, sois-y que c'est pas possible. Le 5 mars, je passe l'après-midi avec Timothée. Je lui ai lu des histoires. Je lui ai dit au revoir. En fait, je lui ai dit que j'étais d'accord pour qu'il s'en aille. Et en fait, sa température a commencé à baisser toute seule, comme si lui aussi lâchait. Il est 19h15 quand il s'en va.
D'abord, il m'a fallu survivre. Et quand je dis survivre, ça veut dire me lever, sortir de mon lit, m'alimenter, être capable de sortir de chez moi. Ça, au début, j'y arrivais pas. Et ça a duré longtemps. J'ai réappris à faire partie de ce monde, à m'occuper de Louise, et effectivement à lire tout ce que je pouvais et comprendre cette maltraitance du syndrome du bébé secoué. Parce qu'en fait, c'est pas un cas isolé, Timothée. Malheureusement, il fait partie d'une très longue liste. Et ça, donc, je l'ai découvert au fur et à mesure. On pense qu'en France, il y a plusieurs centaines, peut-être 400, 500 cas diagnostiqués par an. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a aussi des enfants qui sont secoués et dont l'état clinique n'est pas suffisamment grave pour qu'ils soient amenés à l'hôpital. Donc pour moi, je suis persuadée qu'il y a beaucoup plus de cas qu'on ne pense de bébés secoués. C'est les pressions. Pourquoi c'est les pressions? Ces bébés secoués, c'est malheureusement beaucoup trop notre quotidien en réanimation. Ça l'est encore plus depuis 2 ans. Puisque depuis 2 ans, effectivement, il y a eu cette énorme pandémie mondiale avec le Covid. Où on a très clairement vu une forte augmentation effectivement des secousses. Entre 10 et 20% des bébés décèdent, ce qui est bien plus que dans un traumatisme crânien accidentel. Donc il y a une forte mortalité, une forte morbidité aussi, puisque plus de 3/4 des enfants qui survivent présentent des séquelles. Des séquelles intellectuelles, des séquelles comportementales, des séquelles motrices, des séquelles visuelles, qu'ils vont garder toute leur vie. Forcément, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, c'est quelque chose qui impacte beaucoup les équipes, c'est quelque chose qui est difficile à vivre en tant que soignant. Je me suis pris comme une claque, notamment la première fois que j'ai pris en charge un bébé secoué. Et puis 2, et puis 3, et puis 10. Et là, en fait, ça a généré beaucoup d'émotions, parce que je me suis dit, je suis arrivée avec plein d'idéaux, et en fait, là, je peux rien faire. J'accueille tous ces enfants, mais c'est déjà trop tard. Et donc, ça a commencé à germer un petit peu dans ma tête, cette envie de vouloir faire quelque chose. C'est resté un petit peu comme ça en stand-by, jusqu'à ce que Aude me recontacte. Et là, ça a juste chamboulé beaucoup de choses. Déjà parce que émotionnellement, ça... Avec Swazik, on n'avait pas besoin de se parler. On s'est, au final, peu parlé, je crois. Et en fait, il suffisait qu'on se regarde pour se comprendre. C'était... Elle comprenait ce dont j'avais besoin. Et moi, je m'accrochais à son regard quand je perdais pied. Et elle me tenait à la surface, en fait. Si t'avais pas été là, ça aurait été encore pire. Enfin, j'ai quand même avec un peu de temps maintenant, une forme de douceur en fait qui est associée à ces 5 jours qui étaient juste l'enfer. Et quand t'étais là, c'est comme si tu me disais, ça va aller quand même quoi.
Merci en tout cas. Au fur et à mesure, moi, mon combat avance. Et du coup, oui, naît l'idée qu'effectivement, elle doit faire partie de ce combat-là. Parce que je sais qu'elle prend en charge beaucoup de bébés secoués. Et elle a non seulement toute légitimité en termes professionnels, mais en plus de ça, moi, mon combat, à la base, il vient de Timothée. Donc, il est né de l'histoire de Timothée. Et elle fait partie de l'histoire de Timothée. Mais voilà, en tout cas, déjà qu'on en parle, quoi. Ouais. On en parle systématiquement. Moi, déjà, en termes de prévention, en fait, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas, ou très peu, ne serait-ce que en sortie de maternité, parce qu'il y a beaucoup d'équipes et de professionnels qui disent « Ah bah oui, mais tu comprends, ils viennent d'être parents, ils sont tout joyeux, c'est un peu triste de parler de ça. Ouais. » Ah bah ouais, mais ce serait un peu plus triste quand ils passent 5 jours ici, en fait. Globalement, aujourd'hui, la prévention, c'est très, très inégal. En fait, il y a certaines maternités qui font des super choses. Et à côté de ça, on a d'autres maternités où on n'en parle pas du tout. Donc c'est hyper inégal. Et moi, c'est ça aussi mon combat, c'est de faire en sorte que demain, aucun parent ne sorte d'une maternité sans avoir eu un échange sur le syndrome du bébé secoué. Bonsoir à tous. Je ne suis pas une professionnelle de santé, je suis une maman d'un petit Timothée qui est décédé parce qu'il a été secoué. Et depuis, je suis devenue un peu militante. Le premier frein qui fait qu'il n'y a pas systématiquement de la prévention, il vient des professionnels de santé eux-mêmes. Et ça, ce frein-là, on peut facilement le lever en réalité. C'est en formant tous les professionnels de santé sur ce sujet du syndrome du bébé secoué. Et enfin, le dernier chiffre qui fait froid dans le dos, c'est 10 fois. C'est-à-dire que c'est une maltraitance qui est répétée. Les bébés qui sont diagnostiqués avec le syndrome du bébé secoué ont été en moyenne secoués 10 fois. Je suis au quotidien confrontée à ces 10% de bébés qui décèdent tous les jours. Donc c'est un sujet qui me tient très fortement à cœur et pour lequel effectivement j'ai envie de me battre un petit peu chaque jour au quotidien. Et en ayant une formation puéricultrice, la prévention, pour moi, c'est un acte qui me tient énormément à cœur. Il y a peut-être 20 ans, on disait c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est-à-dire, on imaginait l'adulte exténué, exaspéré, qui, entre guillemets, pétait les plombs, prenait l'enfant et le secouait comme un prunier pour le faire taire. Ça supposait que l'enfant pleurait beaucoup, et puis ça supposait que ça n'arrivait qu'une fois. Et en fait, il apparaît que c'est un geste qui est répété. Donc ça a bouleversé complètement notre présentation, puisqu'en fait, si c'est répété comme ça, est-ce qu'on est toujours dans un pétage de plomb ? Si c'était vraiment un craquage, ce serait les mères qui secouraient parce que c'est elles qui sont le plus souvent, enfin le plus avec l'enfant. Là, je suis un peu tombée de ma chaise parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était les pères qui secouaient les bébés en majorité. Donc, et là, je me suis dit, mais personne n'en parle en fait. Personne n'en parle. Et ce tabou, ça fait qu'on se raconte un truc qui est acceptable. Et c'est cette belle histoire où on se dit c'est un parent qui est vraiment à bout, qui est épuisé, c'est un accident, tu vois. En fait, t'en arrives à dire c'est un accident, alors que non, c'est une maltraitance. C'est un face-à-face entre l'adulte et le bébé qui
Oui, à un moment donné, c'est que je suis là pour te faire du mal, je vais te tuer en fait. Je vais te tuer. Et c'est surtout, c'est moi qui commande. C'est moi l'adulte qui commande. Et je fais ce que je veux de toi. Et tu vas m'écouter. Et tu vas m'obéir. Et tu vas surtout arrêter de m'emmerder en fait. C'est un règlement de compte. Je considère que c'est un sujet effectivement hyper important et je suis d'accord en fait, je pense qu'on pourrait faire au moins une session collage sur le sujet. Alors du coup je sais pas si toi tu as un message à faire passer en particulier, par exemple je sais pas si... par exemple nous pour les féminicides il y a quelque chose qu'on fait qu'on trouve hyper important et très fort, c'est d'essayer de rendre le nom des femmes en fait. Mais ça, oui. Pour leur rendre leur humanité, donc par exemple ton fils, on pourrait pas les oublier en fait. Pas les oublier en fait. Quand j'entends que le secouement d'un enfant est causé par des pleurs, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec l'époque où on pouvait dire que le viol était causé par un habillement un peu trop attrayant pour l'auteur du viol. Finalement, le pleur ne cause pas plus le secouement qu'une mini-jupe va causer un viol. Selon les statistiques que nous avons à disposition, 70% des auteurs de bébés secoués sont des hommes. Donc 50% pour les pères, 20% pour les compagnons des mères. C'est surprenant que ce soit d'abord les hommes qui secouent les bébés, puisqu'il faut savoir qu'ils s'occupent 2 fois moins des enfants que les femmes. Et pourtant, ce sont eux qui secouent dans l'immense majorité des cas les bébés. La venue d'un enfant va changer une dynamique de couple, on va passer de la conjugalité à la parentalité. Il y a une jalousie, mais qui s'oppose à plusieurs niveaux. Il y a une jalousie vis-à-vis de sa compagne, il y a une jalousie vis-à-vis de l'enfant, il y a une jalousie en lien à la perte. J'ai perdu une qualité dans la conjugalité, la paisibilité avec ma compagne, mais il faut réussir à en faire le deuil. Et effectivement, il y avait des... Voilà, il a eu des réflexions me disant, mais de toute façon, maintenant que t'as Timothée, t'es heureuse, t'as plus besoin de moi. Moi, je ne l'en aimais que plus parce qu'on avait Timothée. Maintenant, on connaît mieux qui sont les auteurs, mais pourquoi est-ce qu'ils ont secoué, quel est le mécanisme psychologique qui les a conduits à secouer, on ne sait pas trop. Coup de pied, c'est pas autorisé. Coup de tête, c'est pas autorisé. Coup de poing, c'est pas autorisé. Secouer. Je le secoue. Je suis énervé. Il m'exaspère. Je n'en peux plus. Il est dévalorisant. Il me déçoit. En plus, il me fait honte. Je le prends, je le secoue. En plus, quand je le secoue, il se tait, je le repose. Et en plus, plus tard, il ne va même pas s'en souvenir. Ça, c'est autant de petits éléments qui peuvent être des déclencheurs du passage à l'acte. Dans l'éducation qu'on donne aux garçons, il y a une acculturation à la violence notamment qui passe par la transmission de valeurs viriles. Et la virilité, c'est une notion qui rassemble les attributs de force, de puissance, de pouvoir, être le plus fort moralement, physiquement. Et finalement, c'est pour cette raison, donc par une construction sociale finalement, que les hommes en viennent à être les premiers responsables de la violence.
Rose était avec moi pendant 2 mois et demi, le temps du congé maternité classique en France. Donc au bout de 3 mois, je dois reprendre le travail. Donc du coup, je me suis retrouvée à chercher une nounou. On la recrute en fait via une amie à nous qui a son fils qui est chez elle depuis quasiment 9 mois, 8 mois, qui a de très très bonnes références. Elle avait le diplôme d'auxiliaire de puériculture depuis 10 ans. Elle avait déjà gardé plusieurs enfants, tout se passait bien. Donc du coup, je la rencontre. Je sens qu'il y a le feeling, il n'y a pas de soucis particuliers. Son domicile, c'était vraiment une mini crèche, totalement adaptée aux enfants. Enfin, c'est vrai que quand on voit ça de l'extérieur, on se dit mon enfant va être bien chez cette personne. Oh, qu'elle est belle, notre chérie. Oui, qu'elle est belle, ma chérie d'amour. T'es belle, ma poupée. Le jour du drame, le 6 juin, on la pose le matin, sans problème particulier. Et à 15h17, mon mari m'appelle pour me dire que Rose est prise en charge par le SAMU. Et qu'il fallait qu'on aille maintenant en équerre, quoi. Et en arrivant là-bas, le médecin me dit « Écoutez, madame, je ne sais pas ce qui se passe encore pour votre fille. La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'état de votre fille ne correspond pas avec ce que nous raconte la nounou. » Au départ, elle n'avoue pas. Elle reste très confuse sur la chute, probable chute, parce que c'est ce qu'elle raconte. Jusqu'à présent, elle racontait ça. On connaît les lésions du syndrome du bébé secoué et on connaît les histoires rapportées par l'adulte. Alors le jeu, le manque d'oxygène, l'accouchement, le grand frère, la chute, les vaccins. Il y a beaucoup d'imagination de la part des auteurs. L'Evenpont, c'est quelque chose de très solide. Donc il faut imprimer une force très très importante. On compare en fait la force à imprimer au cerveau de l'enfant à un accident de la route à 160 km/h. Je crois que la première nuit, à l'aube de cette première nuit de garde à vue, elle avoue. Elle avoue qu'elle a fait du mal à Rose. Elle avoue qu'elle l'a secouée. « 20% d'assistants maternels dans les personnes susceptibles de secouer, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que c'est un mode de garde qui est quand même développé en France. Donc je pense qu'il faudrait prendre conscience de l'importance que jouent ces femmes auprès de ces enfants et peut-être mettre plus de garde-fous pour éviter un risque de passage à l'acte. Quand on connaît un petit peu ce domaine, on se rend compte finalement qu'il n'y a peut-être pas assez de cadres, pas assez de protection pour l'enfant et finalement pas assez de reconnaissance non plus de ce métier. Et on confie des enfants à des personnes qui ne devraient pas être amenées à en garder. Le premier jour du procès s'ouvre. Et là, c'est très difficile parce qu'on se replonge 3 ans en arrière. Tout est décortiqué avec énormément de détails. Les détails de ce qu'a vécu Rose, là, c'était insupportable. J'ai pas pu rester. L'assistante maternelle, en peine de justification, expliquait qu'elle s'était sentie comme possédée. On était après le repas, donc Rose était très certainement fatiguée, c'était l'heure de la sieste. Elle le savait, elle l'a dit. Et Rose, à peine
à peine a-t-elle commencé à pleurer. Donc au bout de quelques secondes, elle s'est levée et elle a foncé sur Rose et elle a subi un déferlement de violence. Quand on apprend qu'elle prend 15 ans, je crois qu'on est tellement tous choqués qu'elle prenne autant parce qu'on connaît les peines malheureusement, qu'en fait on n'a pas réagi. On est resté stoïque. Bon, il fallait aussi. Mais on est resté stoïque et là j'ai compris qu'elle avait vraiment pris 15 ans en fait. J'ai regardé nos avocates et j'ai pleuré parce que je me suis dit, elle est condamnée. C'est une peine extrêmement lourde qui a été prononcée si on la rapporte aux peines habituellement prononcées dans ce type de cas. Après la mort de Rose, ça a été très très dur. Vraiment. On a vraiment passé des très très mauvais moments. Et honnêtement, quand on vit ça, c'est soit on décide d'avancer et de vivre et non pas de survivre, soit la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Donc c'est l'un ou l'autre. Et donc on a choisi la vie. Et on a dit qu'on s'est décidé à refaire des enfants. Mais je sais aussi que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on n'a pas pu le vivre avec Rose. Donc on le vit non pas avec elle, mais pour elle. Ça va? On y va? Bah oui, je te suis. Burn, fire, burn. Take away all of my words. Burn, fire, burn. T'es dans le procès, t'es pas bien. Enfin, honnêtement, j'étais au plus mal. Je voulais même plus y aller. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Ah ouais, quelques jours avant, je voulais pas y aller. Ah oui, avant, mais une fois qu'il a commencé... Une fois qu'il a commencé, bah, j'étais dedans. Donc, ouais. Et le après aussi est dur. Ça, Marie, elle a dû te le dire. C'est hyper dur le après. Ça fait 3 ans que mon fils est décédé et il se passe rien. C'est comme si on s'en foutait qu'il soit mort en fait. C'est-à-dire quoi qu'on peut tuer mon bébé et il se passe rien. C'est insupportable. À peine, enfin moi j'étais déçue. Déjà je m'attendais au moins 10 ans et finalement il a pris que 6. C'est peu, mais en même temps je me dis c'est quand même 6 ans. Enfin à la base son avocat il demandait du sursis s'il te plaît. Mais il y en a, hein. Il y a des Du cas sursis où, non mais tu te dis mais comment tu peux donner du sursis à une personne qui a tué son enfant enfin. On a l'impression que cette violence qui est le syndrome du bébé secoué est encore banalisée. Et finalement, on se rend compte que dans cette affaire en particulier, on n'a pas pris conscience de la violence qui se jouait et on n'a pas pris conscience non plus de la gravité du résultat. Vous les prenez, vous les vendez en guise de cause, tu vas les défendre en tuant, je sais pas, ton mari ou je ne sais toi, qui. tu vas prendre 30 ans direct. Ouais, toi tu vas prendre 30 ans, t'auras même pas de procès, t'auras même pas de, tu vois, de circonstances atténuantes. Ah non, allez en tôle, direct. Moi c'est ça qui me... Non, mais et j'ai c'est là beaucoup où de personnes... tu te dis, effectivement, voilà, que vaut la vie d'un bébé. C'est ça.
Est-ce que ça a la même valeur pour la justice que c'est ce que je me suis la dit, vie d'un même au adulte moment du procès, je me suis dit, ouais, en fait, et je l'ai d'ailleurs dit à mon avocate, j'ai l'impression que mon fils est mort pour rien. C'est ça. Non, il est mort parce qu'on l'a secoué pour rien, juste parce qu'on voulait lui ôter la vie, en fait. Juste comme ça, allez hop. Les idées reçues, bien sûr, ont des conséquences importantes au niveau des tribunaux. Parce que si on a comme idée reçue que tout le monde est susceptible de secouer un enfant et que finalement la cause du secouement, c'est pas propre à l'auteur, mais c'est dû aux pleurs de l'enfant incessants que l'auteur n'a plus pu supporter, on a en fait de l'empathie pour l'auteur, on s'identifie à lui. Et donc c'est beaucoup plus difficile de sanctionner sévèrement une personne à qui on s'identifie. Par contre, il détaille tout, hein. Genre donc les hémorragie rétinienne, hématome sous-duro. Moi, je savais que Maëlle avait la colonne vertébrale de toucher, donc c'est là en fait où je me suis dit, ouais, en fait, j'ai bien fait de. Enfin, je l'ai pas vraiment débranché, mais j'ai bien fait de tout arrêter en fait, finalement. Parce que je me dis, ça serait un légume, clairement. S'il avait la colonne vertébrale de toucher, dont la moelle épinière, c'est mort. Il n'aurait jamais marché, enfin, jamais pu parler, jamais rien. Et là, je me suis dit, waouh, il n'y a pas été tellement morte quand même. Pour toucher la moelle épinière, la colonne vertébrale, c'est qu'il l'a brisée en fait totalement. Ce qui est important, c'est de comprendre la violence du geste de secouement, de savoir ce que c'est, de savoir que secouer un enfant, c'est pas lui faire l'avion, le bercer un peu trop fort. L'auteur a l'enfant face à lui, il voit la tête de ce nourrisson qui justement est donc considéré dans l'idée commune comme fragile. Il voit cette tête ballottée à une vitesse folle d'avant en arrière avec des coups et des contre-coups extrêmement forts, avec peut-être en plus un visuel en face à face sur les yeux de l'enfant qui vit un moment effrayant. Ça aggrave sa culpabilité. T'as une peluche ou quoi de ton fils? Ouais, j'ai son... Prends-la avec toi. Ouais, et dis que t'es énervé, tu verras, mais c'est ouf. Hein. Dis que j'avais un peu de colère, tu vois, de crispation, parce que c'était le cas. Je tenais le doudou de mon fils et j'étais, allez, pense à Maëlle. En fait, tu vas penser qu'à Timothée. J'arrive pas à m'y préparer. Moi, c'est ma vie qui a été bousillée. C'est toute ma vie qui a volé en éclats ce jour-là. Mon fils est mort. Je peux pas me préparer à une peine légère. Ça serait pas... En fait, ça serait même pas respectueux pour mon fils. Le problème, c'est que dans la tête de certains jurés, le fait de ne plus avoir son enfant, c'est une peine en soi. C'est ça, c'est déjà une peine, et du coup, de leur mettre de la peine, encore plus de prison, bah, c'est pire. Mais soit tu es en prison pour toute ta vie, en fait, déjà. C'est ça, tu prends perpète. C'est absolument ce que j'ai dit à la présidente. Toi, tu as pris perpète depuis le début. C'est ça, et lui, il prend... Ouais. J'ai honte que ce soit mon compagnon qui l'ait fait. Parce que j'ai aimé cette personne du plus profond de mon cœur. Vraiment, j'étais vraiment amoureuse de lui. J'étais partie pour me marier avec lui. Donc, pour moi, c'était l'homme de ma vie. Donc j'ai honte de cette personne. J'ai honte que ce soit mon compagnon. Et j'ai honte parce que c'est moi la maman et que je n'ai pas vu. Et que si j'avais su, bien sûr que je serais partie. Donc oui, à ce moment-là, je ressens une terrible honte. J'ai un projet de faire une PMA qui est en cours d'ailleurs. Parce que c'est viscéral pour moi. En tout cas, je fais un enfant toute seule et je pense que c'est la meilleure solution. C'est impossible pour moi de faire confiance à un homme. Alors bien sûr, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, hein, comme toute femme, mais avoir des projets d'enfant, c'est juste pas possible. Je ne pourrais pas laisser mon enfant à un homme. Enfin, en tout cas, mon compagnon, en tout cas. J'aurai jamais confiance.
mieux. Je suis plus grande que papa. J'ai faim, je crois. Tu commences à avoir faim, mon cœur? Hein? Ouais, je suis fatigué, j'ai faim. Oui, ça c'est bien. Avant, j'imaginais pas grand-chose de ce qui m'arriverait après, en fait. C'est-à-dire que j'étais assez naïf et j'ai pensé que j'arriverais à concilier ma vie d'avant avec la vie d'après. Oh là là, oui, il y a un petit roux coincé. Voilà. Oh, oh. Allez. On va marcher un peu pour faire sortir le roux. Il y a des papas qui ont des enfants, des papas qui n'en ont pas encore. La majorité attend son bébé, l'heureux événement. Donc c'est très bien. Il y a un côté donc information, il y a un côté éventuellement d'exercice, notamment sur le thème, un des thèmes c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est énervé, que le bébé pleure et qu'on n'en peut plus et qu'on rentre du boulot. Voilà. Donc on partage les expériences et éventuellement des infos aussi pratiques. On n'a pas d'école des parents, on est formé à tout dans la vie, sauf à la parentalité. Il y a des choses pour les mamans, mais il y a très peu de choses pour les papas. Du moment où j'ai vu ma fille, la première fois, j'ai croisé son petit coin d'œil. C'est important qu'il y ait des groupes de papas faits aussi avec des interventions d'hommes, eux-mêmes papas, j'en suis un, j'ai 3 enfants. Voilà, et donc c'est clairement une cible qui a été visée avec bienveillance pour vraiment travailler en amont des drames du syndrome du bébé secoué. Dans les 5 premiers jours. Je ne sais pas si ça peut aider, mais en tout cas, parce que au niveau des cris, les 2 premiers jours ont été très tranquilles. On s'est dit, il est fantastique ce petit, ça va être un moine bouddhiste. Et puis, la 3e nuit, ça a été absolument horrible. Mais en fait, juste d'être préparé à ça, ce que je n'étais pas forcément, ça enlève cette colère, ça enlève cette frustration, et au moins on sait que de toute façon la nuit est foutue, c'est pas la peine. Voilà, juste pour le petit témoignage de ce que j'ai pu sentir. Oui, puis voilà, c'est des sentiments aussi qu'il faut accepter, que ça arrive, il y a des moments où on n'en peut plus. Les cris qui rendent fou aussi, alors il faut gérer ça, c'est important. Hein, et ça, c'est vraiment un truc... on en avait parlé avant la naissance de la gestion de l'émotion par rapport à ça. Je dois confesser qu'un peu, moi, je me disais, bon, ça va, je vais... Et non, il y a vraiment des moments, j'en pouvais plus, c'était dur. Donc là... On se calme, on pose l'enfant, on laisse un peu redescendre, il ne peut rien arriver. Et on se dit que ça va aller. Alors, non, dire qu'il ne faut pas secouer un bébé, c'est pas suffisant. Mais déjà de le dire quand même, de parler du fait que des bébés, s'ils sont secoués, vont mourir ou seront handicapés à vie. Peut-être que déjà... c'est un premier moyen, parce que l'adulte qui secoue sait que c'est pas bien ce qu'il est en train de faire. Pour autant, est-ce qu'il sait qu'il peut tuer l'enfant? Donc le rappeler quand même que secouer un bébé peut le tuer ou l'handicaper à vie, et quand on parle de handicap, ça peut être des handicaps très très lourds. Je pense que ça, c'est pas inutile de le rappeler. Le groupe de papas auquel j'ai participé, ça a été quelque chose de très utile. Ouais. Très utile, qu'il faudrait absolument généraliser, parce que je pense qu'il y a une demande. J'ai dû faire 4 séances et on se rencontre entre pères novices et pères jeunes pères dans le feu de la bataille, et ça nous prépare bien. Ouais. Ce qu'apporte un bébé, c'est des responsabilités en plus, voire des perturbations dans la relation entre le papa et sa compagne ou son épouse, qui va se retrouver
très vite et naturellement, elle, accaparée par le bébé qui vient de naître. Mais du coup, voilà, ça fait un déséquilibre entre la vie avant le bébé et la vie après le bébé et quand le bébé est là. Et comment on se prépare à ça, c'est très important pour ne pas prendre le bébé comme un élément perturbateur au final. Une fois, j'ai fait une crise de nerfs qui a été assez impressionnante. C'est la première fois que ça m'est arrivé. C'est-à-dire que je me sentais tellement impuissant à rien pouvoir faire pour aider la maman, le bébé, plus la fatigue, le travail, le stress du boulot qui, mine de rien, travaillait dans ma tête. C'est qu'à un moment donné, j'ai craqué, quoi. J'ai craqué. Je suis allé à côté, je me suis effondré en larmes. Le plus important est de prendre conscience de la montée de la colère. Et si on veut être précis, c'est que la colère, ce n'est pas un gros paquet rouge. C'est que ça commence par un tout petit point laser rouge et on apprend à identifier l'apparition de ce point qui va grandir, grandir, grandir. Donc c'est un travail global sur l'impulsivité et sur la météo des émotions. C'est vraiment ça la prévention. En fait, quelque part, disons intellectuellement, c'est cette question qu'on pose. Quelle place êtes-vous prêt à faire à ce bébé? Et comment vous êtes-vous préparé à lui laisser une place? J'ai des moments de stupeur où je la regarde, je me dis c'est hallucinant, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Peut-être je me dis quand le jour où elle m'appellera papa, là ce sera vraiment plié vraiment pour de bon, mais je trouve ça très étrange comment petit à petit on s'investit de ce rôle-là. C'est pas un truc comme ça, plif, c'est bon, bébé est né. C'est le temps qu'on passe pour ce petit être qui fait que voilà, il est à sa place unique, quoi. C'est clair, ouais. Voilà. Je vis en apnée en attendant le procès parce que j'ai besoin que la mort de mon fils soit reconnue. T'as des belles bagues, t'as la main toute belle, toute jeune. Toute jeune, j'ai une main de jeune, ah, ça va alors. Ouais, t'as J'ai pas des encore beaux une main ongles. fripée. Toute belle, j'adore ta main. On ne peut pas continuer à ce qu'il y ait des enfants qui meurent alors qu'ils sont en bonne santé, en parfaite santé, et qui devraient grandir complètement normalement. On ne peut pas continuer à tenir la liste comme ça des bébés qui meurent parce qu'ils ont été maltraités par des adultes. C'est juste plus possible. C'est un peu ma thérapie en fait, cet engagement. C'est essayer de transformer en fait tout le chagrin et toute la tristesse et voilà, le transformer en une action qui soit positive et puis qui, je l'espère, va aider à sauver des bébés, éviter à d'autres familles de connaître le drame que j'ai vécu.